Malgré l'élection de Trump et ses vives critiques à l'encontre de la Fed, Jérôme Powell garde le cap, il maintient les taux et il a des très bonnes raisons pour le faire. Et bonjour à tous, c'est Arthur de la chaîne Décrypte Finance et on se retrouve aujourd'hui pour discuter des news financières de la semaine qui vient de se terminer. Je voulais commencer avec cette information. Alors, le marché l'avait pressé, on avait parlé dans des précédentes vidéos où le marché estimait à peu près 100% de chances que les taux de la Banque centrale américaine n'allaient pas changer. Mais quand même, c'est intéressant parce que ça pourrait être un des running gags de cette élection de Trump entre aujourd'hui et dans 4 ans. Ce combat, cette, différente, pensée entre Trump et Jérôme Powell, le président de la Fed. D'un côté, on a Powell qui est extrêmement calme, qui voit plutôt long terme avec les potentielles politiques de Trump qui seraient inflationnistes. En plus de ça, une économie qui se porte bien. Bref, donc il n'est pas pressé pour baisser les taux. Il l'a répété durant 5 minutes. Et de l'autre côté, eh ben, on a Trump qui ne veut pas que les taux soient maintenus à ces niveaux-là, qui veut qu'ils baissent, et il veut aussi que l'inflation baisse. Alors, sa politique est plutôt inflationniste, mais il veut que les taux baissent, et il a poussé Fed pour qu'il le fasse. Il ne l'a pas fait, et c'est normal parce qu'il n'a pas forcément beaucoup de pouvoir envers Powell. Il faut savoir que cette institution est vraiment indépendante, la Fed, qu'elle n'est pas financée par le gouvernement américain, et que même si le président, entre autres, et les autres membres du Congrès de la Fed sont élus par le gouvernement, donc entre autres le président, ils sont élus pour des mandats qui sont beaucoup plus longs que ce qu'on peut connaître classiquement, sénateur, président, etc., pour essayer d'avoir une continuité de la politique et que bah, les différents gouvernements tous les 4 ans ne puissent pas changer à chaque fois bah, la politique monétaire du pays. Donc, Powell a été élu en 2018 par le président pour un mandat de 14 ans, sauf s'il démissionne entre-temps. Donc, on est dans une situation où Powell fait clairement sa vie. Il a été élu et son mandat va se terminer bien après la fin du deuxième mandat de Trump. En plus de ça, il ne peut pas se faire virer. Alors, il pourrait potentiellement se faire virer s'il fait une faute grave, mais le fait de ne pas avoir une politique monétaire en adéquation avec les envies du président, ce n'est pas une faute grave. Donc, ça veut dire que Trump ne peut pas virer Powell. Et donc, ça pourrait donc être le running gag de cette année 2025, avec Powell qui voit le petit loup venir, avec la politique de Trump, et Trump de l'autre côté qui veut faire baisser les taux pour relancer, pas forcément relancer l'économie, parce que l'économie se porte bien, mais encore donner du lest à l'économie pour encore plus booster tout ça. Bref, on verra bien comment ça va se passer. La prochaine réunion de la Fed sera en mars. Et quand je vous disais que Powell a toutes les bonnes raisons de maintenir les taux, c'est comme je vous ai dit, on a une inflation qui se maintient. On pourrait potentiellement avoir une inflation qui augmente avec les politiques de Trump, entre autres les frais de douane qui ont été annoncés, c'est officiel, on en reparlera juste après. Et en plus de ça, bah, les États-Unis qui sont sur une belle croissance en 2024 du PIB de 2,8%. Les prévisions sont aussi optimistes. Alors, il y a ce petit inconnu des frais de douane. On ne sait pas encore forcément comment ça va impacter. Alors, ça pourrait impacter l'inflation, ça pourrait créer la création d'entreprises, bref. Mais pour l'instant, ça se passe bien. Et c'est pour ça que Powell attend un petit peu pour voir comment ça va évoluer dans le futur proche. De l'autre côté de l'Atlantique, le son de cloche est totalement différent et c'est normal. On a eu la cinquième baisse de taux de 0,25 BP, 25 BP, donc 0,25%. Le marché prévoit encore sur NB25 3 baisses de taux, donc 75 BP. Et pourquoi? Tout simplement parce que la situation économique est totalement différente. On a une inflation qui est plus faible qu'aux États-Unis, donc il n'y a pas besoin d'avoir des taux élevés pour combattre l'inflation. Elle est clairement dans les niveaux espérés par la BCE. En plus de ça, on a une économie qui ne se porte pas forcément très bien. On a une moyenne globale de la zone euro qui est pas très bonne. On a quelques pays qui sortent du lot, comme l'Espagne, mais les moteurs de la croissance, comme la France ou l'Allemagne, ne vont pas très bien. Donc, tout ce beau monde, c'était prévu, mais ça a fait baisser les taux, que ce soit court terme ou plus long terme de l'Europe, parce que voilà, les taux très très court terme de la Banque centrale baissent, ça fait baisser les taux court terme 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc c'est pour les opérations de maturité 1 an, 2 ans, 3 ans. On a des taux qui sont associés. Ça fait baisser, ça a aussi fait abaisser un petit peu les taux un peu plus long terme, comme le 10 ans. Et il y a une autre news qui n'était pas prévue et qui, elle, a encore plus impacté, c'est le taux de chômage en Allemagne. Alors, en Allemagne, on était sur 3 mois de stabilité et les derniers chiffres, le 31, donc le lendemain de la news de la BCE, on a le chômage a gagné 1 point. Alors, c'est pas énorme, mais ça montre que ça va pas dans la bonne direction
et donc que la situation économique de l'Allemagne pourrait ne pas s'améliorer assez rapidement ou ça se dégrade trop rapidement, bref. Ce qui fait que, bah, ça pourrait encore plus pousser la BCE à rebaisser les taux, à continuer à baisser, continuer à avoir cette politique agressive pour relâcher la pression sur l'économie et ça pourrait continuer comme ça parce que, bah, entre le secteur, l'industrie automobile qui se porte pas bien, potentiellement des frais de douane des États-Unis envers l'Europe, qui pourraient arriver bientôt. Alors, ce n'est pas encore officiel, mais ça pourrait arriver. Bref, on a toutes ces news qui sont pas bonnes, qui, le lendemain, donc le 31, ont continué à faire chuter les taux. Alors, plutôt bonne nouvelle dans les opérations, sur d'autres types de produits, moins bonne nouvelle, mais ça montre que, bah, au fur et à mesure, dès qu'on a à chaque fois une info qui est pas bonne, le marché qui n'avait pas prévu ça réagit plus ou moins fortement. Et je vous ferai un petit update la semaine prochaine pour savoir c'est quoi les probabilités des prochaines baisses de taux pour l'Europe. Comme précisé juste avant, c'est officiel. Alors on le savait, et on en avait parlé, mais là ça a été vraiment mis en place. Donc c'est les frais de douane sur les produits provenant du Canada, Mexique, Chine, 25% Canada, Mexique, 10% Chine, avec une petite nouveauté, ils ne voulaient pas se tirer une trop grosse balle dans le pied avec les produits d'énergie du Canada, donc le pétrole brut qui est énormément utilisé aux États-Unis. Et donc celui-là n'est taxé que de 10%, pas folle la guêpe. Bref, la guerre commerciale est enclenchée. On a le Canada qui a déjà réagi, ou les autres pays aussi. Mais par exemple, le Canada, il a imposé des frais de douane de 25%, pareil, sur les produits américains, par exemple prêt-à-porter, automobiles, fruits et légumes. Bref, la guerre commerciale est enclenchée. Et donc, on verra bien si tout ce beau monde, ça permet de favoriser le Made in Canada, Made in États-Unis, bref, relocaliser la production parce que les importations sont trop chères et tout ça, bah, ça peut faire chuter le trafic maritime, moins de consommation de pétrole. Bref, on continue dans ce cercle de moins de consommation de pétrole, donc ça fait faire baisser le prix du pétrole, ce qui sera aussi une bonne nouvelle pour nous en termes d'inflation. Bref, c'est enclenché. On n'a pas encore les modalités ni le timing pour l'Europe, mais ça ne devrait pas tarder, tout simplement parce que ils nous le répètent que l'Europe nous a très maltraités. On a un déficit commercial avec eux, du moins ils ont un déficit commercial avec nous. Alors, ils racontent qu'on a plus de 300, qu'ils ont plus de 300 milliards de déficit commercial avec nous. Dans les faits, c'est plus aux alentours de 130 milliards de déficit pour certaines raisons, par exemple l'industrie allemande qui exporte beaucoup aux États-Unis, ou beaucoup de sièges sociaux de très grandes entreprises internationales sont en Irlande, par exemple. Bref, on a ce déficit, il voudra sûrement faire quelque chose contre ça, donc il faudra voir si l'Europe est unie. Ce qu'il peut avoir comme accord, c'est on garde ce déficit commercial, mais l'Europe va se fournir en gaz et en pétrole beaucoup plus auprès des États-Unis que d'autres partenaires, en sachant aussi que Trump veut continuer et développer énormément le forage pour avoir un pétrole pas cher. Donc ça pourrait être, par exemple, un marché entre les États-Unis et l'Europe. On continue comme ça, juste vous consommez un max de pétrole et de gaz américain au lieu de consommer par exemple du pétrole du Moyen-Orient, et cetera. Ça ne devrait pas tarder tout ça, ce sera un des très gros feuilletons de cette année 2025. Pour parler un petit peu d'actions, on a eu beaucoup de publications de résultats la semaine précédente. Vous pouvez les regarder sur, TradingView dans l'onglet calendrier, vous allez voir qu'il y a eu énormément de résultats d'entreprise cette semaine. Et on a eu, entre autres, notre petit chouchou LVMH qui a publié ses résultats et ils sont pas forcément très bons. On a une petite baisse du chiffre d'affaires aux alentours de 2% et surtout une baisse du bénéfice de 17%. Alors, c'est sur l'AM24, on le savait, avec la Chine qui se comporte pas très bien, les instabilités en France, aussi les élections aux États-Unis. Bref, c'était une année qui n'était pas porteuse pour le secteur du luxe, et on l'a vu et on le voit toujours, par exemple avec Kering qui a des très mauvais résultats. Bref, donc on a eu ces résultats, ça a fait chuter LVMH. Quid de l'année 2025? Qu'est-ce qui peut se passer? Alors, ce qu'on peut espérer, c'est déjà que les marchés qui fonctionnent bien, par exemple le Japon, ce qu'ils peuvent expliquer dans l'article, que ça continue à bien consommer, qu'on ait des beaux plans de relance et que l'économie chinoise se redéveloppe très fortement. Alors, si on a une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine avec moins de production en Chine, ça pourrait
D'un côté, ne pas aider parce que moins de production, moins de PIB, mais de l'autre côté, ça pourrait aider parce que, bah, nos amis chinois pourraient être tentés de faire des très gros plans de relance pour redévelopper encore l'industrie et produire encore moins cher et gagner des parts de marché. C'est un peu compliqué à voir maintenant, mais ça peut être un axe. On a aussi les États-Unis. Alors, on a d'un côté, est-ce que les États-Unis vont mettre des frais de douane sur les produits français, européens en règle générale, ce qui pourrait impacter les ventes aux États-Unis. On sait très bien aussi que Arnaud est un gros copain de Trump, donc potentiellement ces produits ne seront pas impactés avec, par exemple, des ouvertures d'entreprises aux États-Unis. Mais de l'autre côté, on a pour l'instant un euro qui est à peu près équivalent à un dollar. Donc quand un touriste américain vient à Paris, il a beaucoup plus de pouvoir d'achat qu'avant. Et donc, les touristes américains peuvent vraiment consommer beaucoup plus venant en France. Donc si on a un tourisme américain qui continue à être bon, on pourrait avoir plus de consommation de luxe des produits français européens sur le sol européen par des touristes américains dans le cas où le euro-dollar se maintient à des niveaux presque de parité. Je crois qu'on est à 1,05, bref, donc c'est ridicule. Alors de l'autre côté, nous, ça ne nous arrange pas parce qu'on a moins de pouvoir d'achat quand on va aux États-Unis. Mais pour nous, c'est plutôt bien pour le tourisme. Ils ont tendance à un peu plus dépenser. Donc c'est un petit peu ce qu'on va regarder aussi. Bien évidemment, la France, est-ce qu'on arrive à avoir une stabilité et des comptes sains sur le budget, même si la France n'est pas le plus gros client d'LVMH, mais ça compte quand même. Bref, tout ça, on peut espérer que 2025 sera une bonne année pour LVMH, pour notre chouchou français. Côté crypto, on se rend bien compte que, alors, avant même l'arrivée de Trump, on a ce changement de mentalité aux États-Unis avec des gros pontes de la finance qui étaient historiquement plutôt contre la crypto parce que c'est un potentiel concurrent des banques, etc. Et ils retournent leur veste, ou du moins ils commencent à s'intéresser. On l'a bien vu avec les ETF et plein d'autres choses. Et là, on a Powell qui avait déjà fait des pas vers le Bitcoin, qui nous dit que lui, ça ne le dérange pas, qu'il n'a pas envie de freiner l'innovation en étant trop protecteur et que oui, certes, il faut faire attention, mais tant que les banques gèrent le risque, ça lui va. Donc c'est encore une fois un point positif pour les cryptos. En plus de ça, l'arrivée de Trump qui veut mettre en place beaucoup de choses. On verra bien si ce n'est peut-être pas du vent et s'il veut vraiment le mettre en place. Bref, une bonne nouvelle, on se rend compte que de toute façon, le marché crypto, qu'on le veuille ou non, il est très corrélé avec le marché US, equity US. Alors, il y a une petite différence, un petit spread entre les deux courbes. Ici, c'est le total des cryptos et là, en rouge, c'est le S&P. Mais on se rend bien compte que quand il y a des mouvements à la hausse ou à la baisse, les deux suivent, ce qui montre qu'il y a une corrélation et que quand on a des mauvais résultats d'entreprise, par exemple, quand on a eu l'arrivée de DeepSeek, l'IA qui a fait énormément chuter Nvidia, ça a beaucoup impacté les cryptos, tout simplement parce que c'est très corrélé. Autre actif qui se comporte très très bien, c'est l'or. Il a atteint son plus haut niveau historique. Félicitations à lui pour, alors pour plusieurs raisons, mais une très grosse, c'est l'instabilité qu'on peut avoir géopolitique et économique. Des pays ont envie de se couvrir de ce risque, donc ils achètent un actif bien connu, stable, ouais, reconnu par tous les pays. Et de l'autre côté, c'est aussi se désolidariser du dollar, être un peu plus indépendant de Trump et des États-Unis. Pourquoi pas créer une monnaie qui est backée sur l'or? Bref, pour toutes ces raisons, on a eu une très très belle année 2024. Est-ce que 2025 sera du même millésime? Pas forcément. Alors, si on a une politique de Trump un peu plus lisible, ou du moins on sait à quoi s'attendre, potentiellement l'attrait du gold pour se couvrir d'un potentiel risque pourrait baisser. Donc, moins d'appétit, moins de demande pour l'or. De l'autre côté, on a aussi un dollar qui est très fort, en sachant que l'or est libellé en dollars, ce qui veut dire que les pays, les acheteurs potentiels qui sont en dehors de l'Amérique, ça coûte de plus en plus cher. Donc bref, on a d'autres raisons, mais je vous laisserai lire l'article. Bref, est-ce que 2025 sera aussi beau pour le gold? Pas forcément. On verra bien dans les mois à venir. Enfin, je voulais terminer très rapidement avec toujours le running gag en France sur le budget. On se rappelle que le budget devait être validé en octobre, novembre, gouvernement Barnier, etc. Et donc là, on est gouvernement Bayrou, toujours pas de budget pour essayer de fixer le déficit aux alentours de 5% sur le court terme et le diminuer à 3 dans 3, 4, 5 ans.
Et donc ce serait potentiellement un 49.3 pour faire passer le budget de l'État et de la sécu. Je vous laisse lire l'article pour savoir qu'est-ce que contient ce budget. En attendant, les taux d'emprunt de la France font le yo-yo, mais le yo-yo à des niveaux très élevés. Donc on était le 22 janvier 3,26, on est monté jusqu'à presque 3,50 le 13 janvier, on est à 3,20 actuellement, donc sur les derniers jours, plutôt baissier, on a eu que des jours baissiers, ce qui est plutôt une bonne nouvelle en sachant qu'on doit émettre énormément d'obligations pour payer nos intérêts et rembourser, bah, ce qu'on nous a prêté, bref. Donc une très, très grosse année 2025 en termes d'emprunt. Et ce serait bien d'avoir un budget clair pour que ces valeurs-là diminuent et donc on ait un poids de la dette dans le futur qui soit un petit peu moins important. Sur cette belle note, je vous annonce que la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à aller dans l'espace commentaire. Cette vidéo sera en podcast, le lien dans la description. Et bah, pour ma part, je vous souhaite une très très bonne semaine et on se retrouve dans une semaine pour une prochaine vidéo.